Bonjour, bonsoir. Cet épisode aurait dû être l'épisode 0 de la nouvelle campagne de Saint d'Oblivion que je joue en Chronique oubliée V2 avec un univers de mon cru. Malheureusement, suite à un problème d'enregistrement, il n'y avait plus que ma voix sur la piste audio. Donc, je vais refaire l'épisode en voix off pour vous retracer les événements qui se sont produits lors de cette première session. Et nous allons commencer avec les présentations. On va commencer avec Bucky Fierpoint, donc qui est interprété par MJ, qui est un nouveau joueur que nous accueillons sur notre serveur. Donc Bucky Fierpoint, c'est un jeune alphelin aux cheveux bruns dont la taille penche sur l'extrémité du spectre car il mesure 1 mètre. Ayant quitté les archipels de l'éclat suite à de nombreuses visions et de rêves communes au sein de sa famille, il a rejoint les montagnes de Grisdag pour apprendre à maîtriser ses pensées dans un monastère. Si vous voulez, on va voir sur la carte. Donc l'archipel de l'éclat, c'est ici. Les alphelins vivent à peu près sur toute la région là. Et Grisdag, c'est ici. Bon, on devrait y voir mes pings. Oui, on voit mes pings. On enchaîne avec Jonas Melewen, un ensorceleur haut elfe, qui lui a vécu à Bellegarde et a fait son apprentissage à la cité de Straphir, qui est la capitale, que l'on peut voir. Bon, on va enlever la carte. Ici. Et du coup, Bellegarde est ici. Dès l'âge de 8 ans, il a été envoyé à la Tour des Mages pour parfaire son éducation. Il a aussi travaillé pendant un petit temps dans les forces de l'ordre, on va dire, si l'on veut, de cette cité, en tant qu'enquêteur. C'est une magocratie Straphir, et du coup, les personnes qui ont des pouvoirs magiques ont quand même une haute stature. Depuis très longtemps, il fait des rêves lui aussi, comme Bucky, et comme tous les autres finalement. Et l'un de ses rêves est beaucoup plus insistant, et il l'a fait partir en voyage. Nous avons alors aussi Corleone Chanterune, qui sera interprété par Mitsuki, qui lui est un nain barde qui vit dans la pauvreté. C'est un choix. Il parcourt le monde, voyage un peu partout. Il est né à Kazdor Asgal, donc la grande cité naine. On sait très peu de choses sur son passé pour le moment. Et il aime bien charmer avec sa musique. Voilà. Il aime beaucoup les personnes d'âge mûr, disons. Et lui aussi fait toujours des rêves, mais il s'en sert pour concocter des musiques. Et là, depuis peu, évidemment, comme tous les autres, il a entrepris un voyage. La dernière du groupe, c'est Erilia Chanrea, donc une prêtresse aux elfes, qui est une prêtresse de la Flamme Blanche, qui est dévouée à la gentillesse, à l'érudition. Elle aime le soin, et voilà. Et elle est servante de Cérediel, donc la déesse qui s'occupe de tout ça. Elle fait aussi des rêves depuis très longtemps, et elle a décidé de partir pour Icar et la cité des voiles, comme tous les autres. Comme je l'ai dit depuis toujours, les elfes font toujours des rêves étranges, d'une cité où la nuit règne, d'un endroit mystérieux où se mêlent de multiples architectures, de multiples cultures. Tout est toujours flou, des créatures étranges, difformes, des chimères constituées de tout, indescriptible. Depuis peu, leurs rêves se sont mués en quelque chose de différent. Chaque soir, lorsque viennent les heures nocturnes et que la lassitude envahit les muscles et les os, réveillant les douleurs d'une ancienne blessure ou d'un souvenir amer, lorsque leur esprit lui-même commence à vaciller, vous savez qu'il est temps d'aller rejoindre le lin de vos draps pour y trouver un sommeil réparateur. D'abord, vos paupières se ferment, jetant un voile d'obscurité sur la réalité. Puis vos battements de cœur ralentissent, lentement, encore plus lentement,
puis c'est la raison qui lâche prise, laissant les sensations quitter une à une votre corps. Enfin, tandis que s'installe le néant de l'inconscience, vous vous abandonnez pour plonger dans les limbes du sommeil. Le noir se fait, puis une lueur, discrète, pâle, déchirant à peine les brumes ténébreuses de la léthargie. Elle grandit et devient une lumière diffuse, rassurante, monochrome. Enfin, les images se forment, de plus en plus précises, de plus en plus cohérentes. Le rêve vient de commencer. Vous êtes sur un sentier de montagne qui serpente au fil d'un gigantesque à pic. Le chemin est taillé à même la paroi d'une monumentale falaise de rosse rouge, veinée de soufre. De loin en loin, jaillissent de petits torrents d'altitude qui projettent leur pluie glaciale dans le vide, avant de plonger plus bas entre les rochers ravinés. Vous progressez rapidement sous de soleils rasants des cimes. Enivré par la beauté du site et le manque d'oxygène, en fait vous ne marchez pas, vous vous déplacez à quelques centimètres au-dessus du sol, sans même vous en rendre compte. Baigné d'une extraordinaire sérénité, vous ne ressentez ni le froid mordant, ni la fatigue. Partout règne un silence absolu, surnaturel, qui vient souligner la beauté de ce paysage. Vous flottez léger, défiant les lois de la gravité, et vous progressez lentement le long du sentier. Soudain, l'écho d'un battement d'ailes se répercute sur les parois de pierre, troublant le silence de la montagne. Une forme noire volette vers vous, se pose sur une excroissance rocheuse. Juste là, les ailes de plus sombres sont ramenées sur le côté et se figent. C'est un corbeau, de pierre, entièrement constitué d'obsidienne, mais parfaitement vivant. Le charognard pose son regard étrange sur vous. 2 billes d'ambre pure qui semblent scruter votre âme. Une voix retentit alors, chassant le silence de son timbre grave et envoûtant. Hâtez-vous, rêveur. Rejoignez-moi dans le monde de l'éveil, car la terre des chimères est en danger. Hâtez-vous. Reprises par l'écho, les paroles se déroulent à l'infini, tandis que l'oiseau s'élève vers la lumière du soleil. À votre tour, vous reprenez votre ascension le long de la montagne rouge. Plus vite. Vous élevant toujours plus haut, le souffle court maintenant. Le volatile s'immobilise soudain, comme si le temps s'était arrêté. Il étend ses ailes démesurées et commence à s'allonger, à se transformer en une silhouette humaine. Elle se précise, révélant peu à peu les traits d'un elfe gracile, mais irradiant d'une puissance extraordinaire. Un guerrier mythique dans une armure de cuir sombre, portant au flanc une épée noire, sculptée dans un éclat de nuit étoilé. Plantant ses pupilles d'ambre au plus profond de votre regard, il vous appelle, une main tendue vers vous, l'autre plaquée sur le corbeau d'obsidienne ciselée. Hâtez-vous, rêveur, je vous attends. Hâtez-vous, car les chimères se meurent. Soudain, vous lâchez prise, et vous chutez tandis que le paysage commence à s'évanouir. Le rêve se déchire alors, dévoré par le néant de l'inconscience. Le retour vers le monde de l'éveil a commencé. Cela fait déjà plusieurs semaines que ce rêve, toujours le même, toujours plus fascinant, hante régulièrement vos nuits. Mais il ne s'agit pas d'un rêve comme les autres. Vous le savez. Vous ressentez au plus profond de votre être l'appel de cette montagne aux falaises rouges et de ce chevalier elfe aux yeux ambre, qui semble d'une extraordinaire réalité. D'ailleurs, depuis quelque temps, les images de ce rêve quittent l'intimité de vos nuits. Vous vous surprenez à griffonner les contours de la montagne sur un morceau de parchemin, à graver à la pointe d'un couteau les détours d'un sentier sur le bois d'une table d'auberge. L'envie de partir, de rejoindre cet étrange chevalier commence à vous ronger. Et cette envie devient bientôt un besoin, un élan irrésistible que vital. Si bien qu'un matin, votre décision est prise.
Vous empaquetez un équipement de voyage, serrez les lanières de vos sacs et quittez les lieux que vous occupiez auparavant. Une bonne lame glissée à la ceinture. Votre pas est sûr. Vous savez dans quelle direction aller. Guidé par une étrange certitude, brûlante comme une flamme dans votre cœur. Qui est cet elfe chevalier à l'épée noire? Où est cette mystérieuse terre des chimères? Et qu'entendent-ils de vous? Les réponses sont quelque part devant, au-delà d'une montagne ocre aux majestueuses falaises, à Icare, à la cité des voiles. L'aventure commence maintenant. Après un voyage assez éreintant, elles arrivent à bord d'une caravane à l'orée des sables. L'orée des sables, c'est un peu comme une petite ville qui se serait construite autour d'une énorme auberge. Tout le monde s'affaire à un peu tout. C'est un lieu de passage transitoire qui fait la jonction entre l'Empire et tous les royaumes du désert. C'est un endroit assez animé. On peut y rencontrer toutes sortes de personnes. D'ailleurs, même le service d'ordre est assez mélangé. On retrouve même des gardes du protectorat, ces enfermés que l'on appelle, des grands chevaliers en armure, de plaques complètes, chevauchant d'énormes faucons. On y voit aussi des gardes de Straphir qui s'affairent à maintenir l'ordre, si on peut dire. C'est un endroit aussi où il y a énormément de marchands et de petites échoppes à l'extérieur. Il y a du mouvement. Ce soir-là, nos aventurières et aventuriers sont fatigués du voyage, ne se connaissent pas, prennent chacun une chambre, ou du moins essayent de se trouver un coin où dormir. Et alors que leur sommeil s'étend et que le rêve que je vous ai décrit plus tôt commence, quelque chose d'étrange se passe. Alors qu'ils allaient fondre dans le sommeil, d'un seul coup, c'est presque une chute. Une odeur cuivrée, de la charogne, quelque chose d'horrible et d'étrange. C'est poisseux, l'atmosphère est humide, chaude. Des bruits de succion se font entendre. Nos aventuriers et aventuriers ouvrent leurs yeux dans cet endroit assez glauque, il faut dire. Apeurés, tout le monde se demandant s'ils ne sont pas en train de rêver, se pose des questions, se présentent les uns les autres et se demandent ce qu'ils font là. Et il y a d'ailleurs une étrange sensation. Pour elle, elle est un peu perdue, mais en même temps, elle se dit « Ce n'est qu'un rêve. Il n'y a pas de problème, ce n'est qu'un rêve. Je fais des rêves étranges depuis que je suis toute petite. » Mais pour les autres, c'est clairement pas un rêve. Et d'ailleurs, ils essayent tous de trouver un moyen de s'en sortir. Bucky fait même la remarque qu'on n'y voit pas grand-chose et qu'il faudrait y voir. À ce moment-là, un chevalier allume son épée, telle une flamme. Il se nomme Malator. Il se présente à eux comme étant un chevalier de Justicar. Et surtout demande si tout le monde va bien. Et il s'inquiète aussi pour son fils. Un nain aussi arrive, l'air un peu plus détendu, même si il se demande ce qu'il fait là. C'est le père Cardis. Donc il se présente, tout le monde se présente à tout le monde. Il cherche un moyen de pouvoir sortir. Il trouve assez vite comme une membrane qui serait au sommet d'une espèce de monticule de chair. Et d'ailleurs, il va falloir trouver une solution assez vite, car Malator et Bucky entendent des bruits venant d'un des couloirs. L'une des choses qu'ils voient au bout de ce couloir est assez horrible. Des griffes déjà, puis de gros yeux jaunes, et apparaît alors une créature monstrueuse. C'est un Gouraxka. Donc, comment vous expliquer ?
C'est un peu comme un mort-vivant qui aurait fusionné avec une créature insectoïde. C'est pas vraiment agréable. D'ailleurs, la créature, de sa voix rocailleuse, leur dit « Ah, mon repas, je vais me régaler !» Il se fait plus que pressant de quitter cette grotte. Malator, tant qu'il le peut, ainsi que le père Cardis et Bucky, aident tout le monde à monter en haut du monticule. Une fois tout le monde au sommet, ils essayent d'ouvrir la membrane, mais c'est plus compliqué que prévu. Et il va falloir être assez actif. Les créatures commencent déjà à monter le long de la paroi, commencent déjà à essayer de les agripper, de les attraper. C'est un moment un peu de panique. Tout le monde essaye de s'en sortir. Malator arrive à ouvrir la membrane. Il essaye de faire passer le plus de personnes possible à l'étage. La salle du dessus n'est guère plus accueillante. C'est une grande pièce avec des instruments de torture. Il y a des corps sur un coin. Enfin, ce qui reste de corps dans plusieurs coins. Du sang aussi partout. Mais une ouverture au loin amène sur un grand promontoire. Bon, c'est pas à l'échelle, mais pour que vous puissiez voir, il se trouve sur une espèce de grand promontoire qui suspend au-dessus du vide, comme une espèce de doigt, comme un pouce d'une énorme main, gigantesque. Leur première réflexion, c'est qu'ils remarquent qu'ils savent très bien où ils sont, en vérité. Ils remarquent que c'est dans leur rêve. Ça conforte un peu Irilia qui se dit « Bon, bah, c'était qu'un rêve, j'avais raison ». Bien que tout ceci paraisse extrêmement réaliste finalement. Mais alors qu'ils sont en train de regarder en contrebas et de se poser des questions sur là où ils sont, les créatures continuent à les poursuivre. Malator essaye de les faire fuir, mais il n'y arrive pas. Que vont-ils faire ? À l'autre bout du promontoire, une étrange machine arrive. Des petites créatures, semblables à des gnomes de métal, en sortent. Il y en a une dizaine. Les mécanomes arrivent sur le promontoire, les voient et font « Venez ici, nous sommes là pour vous sauver !» De leur voix un peu rocailleuse, un peu métallique. Les aventuriers ne se posent pas trop de questions et foncent. Au moins ces personnes-là ont l'air d'être amicales. Ils arrivent jusqu'au véhicule qui semble être un bateau suspendu par un énorme ballon. Lorsqu'ils montent sur le bateau, ils sont accueillis par une personne qu'ils ont déjà vue dans leur rêve. Il est là, devant eux, arborant son armure et son épée. Il les regarde et les accueille avec « Bienvenue mes frères et sœurs, mais vite, hâtons-nous de partir ». Les mécagnomes détachent les liens et la nacelle s'envole. Les créatures derrière leur bugle différentes, on va dire, altercations. Et dans l'une d'elles, ils entendent l'une de leurs dire « Ne vous croyez pas fuir les griffes de l'écorcheuse !» Nos compagnons s'éloignent alors. Alors qu'ils survolent cette ville, du moins un des quartiers de cette ville, et que la nuit persistante est toujours là, nos compagnons se posent mille et une questions. Se présente à l'elfe se présente, il se nomme Lone Kernos. Se présente comme étant le dirigeant de la compagnie des vaisseaux du vent et leur demande de les rejoindre dans le monde éveillé, à Icar plus précisément. Alors que nos compagnons auraient des centaines de questions à lui poser, ils se font endormir par une espèce de poudre que les mécanomes leur soufflent. Ah oui, petit point, ils sont aussi témoins d'une conversation étrange entre Lone Kernos et un individu qui ressemblerait à un vieillard fait de métal à qui il parle à travers une espèce de miroir. Apparemment, quelque chose s'est mal passé.
Mais nos amis se réveillent alors. Et elles se reprennent conscience à l'orée des sables dans leur propre lit. Encore couverts des matières qu'ils auraient pu transporter de cet étrange rêve, se posant même la question si c'était un rêve ou pas. Alors que certains veulent se débarbouiller, se débarrasser de leurs habits, ou etc. Ils se croisent, d'ailleurs, au détour de la salle de bain. Tout le monde se posant la question de savoir si c'était vraiment un rêve. D'ailleurs, Irillia se dit « Mais vous êtes là, alors que vous étiez dans mon rêve. C'était pas un rêve ?» Les autres, qui avaient déjà assez compris que c'était pas un rêve et que c'était du coup encore plus inquiétant, se décident alors d'en parler. Mais surtout, décident vraiment de faire chemin ensemble pour aller vers la cité d'Icar. Ils arrivent au rez-de-chaussée de la taverne. Ils discutent un peu avec la tavernière pour savoir s'ils auraient des informations sur Malator, par exemple, ou Cardis. La tavernière leur explique que Malator est passé ici il y a plusieurs jours. Ça fait plus de 3 jours. Que pour aller à Icar, le plus simple, ce serait de passer par la chaussée des Rois Nains. Et que par contre c'est une route qui est assez peu empruntée. Après leur avoir préparé des rations pour la route, alors que nos amis discutent entre eux de leurs rêves, discutent entre eux de où ils viennent. Par exemple, nous apprenons qu'Irillia vient de Poites-Nuit, que c'est une prêtresse de la Flamme Blanche, que Bucky a toujours vécu un peu à isolé dans son monastère, mais aussi l'archipel des éclats est assez à l'écart du monde, que Corleone voyage pas mal, aime beaucoup chanter, aime beaucoup aussi séduire la foule, et les femmes surtout, que Jonas, lui, aime bien résoudre des enquêtes, et le mystère, c'est un peu son truc. Et alors que tous se découvrent un peu entre eux, le moment de partir vient. La journée se passe dans le tumulte du voyage, disait-on. Beaucoup de discussions entre elles, jusqu'à ce qu'ils arrivent au pont de la chaussée des Rois Nains, le fameux pont que l'on ne peut pas emprunter avec une caravane trop grande, et qui ne peut être emprunté qu'à pied. Alors qu'ils s'engagent sur ce pont, et après avoir eu une discussion particulière entre Bucky et Corleone sur la représentation des nains, le pont est un peu étrange puisque en vérité il surplombe un grand canyon d'où descend un torrent assez puissant pour soulever une grande masse de vapeur qui remonte jusque sur le pont, cachant une bonne partie de celui-ci. Nos amis se retrouvent là, et d'ailleurs, le bruit du torrent étant assez fort, mais leur sens leur permet de savoir qu'il y a des choses cachées dans la brume, des silhouettes étranges. D'ailleurs, Bucky fait la remarque que ces silhouettes, on dirait des nains à leur taille. Et Corleone lui dit que oui, ça serait possible. Et d'ailleurs, Bucky pense que tous les nains seraient amicaux. Mais loin s'en faut. Lorsqu'ils approchent de la brume, ils se rendent compte qu'en vérité, ces nains sont des cadavres. Des nains difformes d'un clan de mercenaires. Et qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. Plus d'une dizaine. Et d'ailleurs, certains nains descendent du parapet, sortent du parapet derrière eux, pour les surprendre. Au milieu d'eux, un nain un peu plus massif et bien mieux armé arrive. Il se présente pas, mais par contre, il a l'air de les connaître et les menace, leur demande de se rendre. Évidemment, nos amis n'ont pas envie de se rendre. De toute façon, ils avaient l'intention de les tuer, même si c'était rendu. S'ensuit alors un combat.
À l'initiative du combat, c'est Bucky qui prend la tête. Il se fait charger par le chef des bandits qui essaye de le frapper mais le rate. Bucky esquive ses coups. Corleone décide de l'assister. Et Irillia s'avance aussi pour se prendre part au combat. Jonas reste en arrière, ce qui sera peut-être malheureusement une erreur. Alors que le chef allait prendre l'avantage, Jonas arrive à lui donner comme injonction de se mettre à genoux. L'esprit du nain n'arrive pas à résister à la puissance de l'ensorceleur et tombe à genoux, lâche sa hache, lui-même médusé par ce qu'il vient de faire. Il se prend un violent coup de bâton d'Irillia. À l'arrière, par contre, Jonas n'a pas pris garde et l'un des nains lui assène un coup de hache qui a failli l'avoir sur le coup. Le deuxième nain qui aurait pu le finir voit son coup dévié par Jonas dans un élan. Ce fut de peu. Aidé par Corleone, par contre, Bucky montre un sens du combat assez fascinant et montre aussi toutes ses capacités de moine, puisqu'il assène un violent coup de genou dans la mâchoire du chef nain, son casque volant au loin. Et alors que ce combat aurait pu être un bain de sang, il se finit sur ce geste. Les nains prennent peur, voyant leur chef se faire rétamer en un seul coup, surtout par une créature aussi petite. Le sang gicle alors que le chef nain s'effondre au sol. Les nains ramassent son corps et disparaissent dans la brume. Les nains qui étaient derrière, qui allaient malheureusement tuer Jonas, voient la scène et prennent peur eux aussi, et sautent du parapet pour s'enfuir. Le calme revient, mais pas forcément la paix. Jonas vide son sang, il est blessé et mortellement d'ailleurs. Irillia montre alors ses capacités de soin, soigne entièrement la blessure de Jonas sous l'œil assez curieux, voire surpris de Bucky, qui n'a jamais vu la magie forcément à l'œuvre, et surtout pas la magie de sacré. Lui, il est plus habitué aux décoctions et à la médecine, et fasciné par ça. Mais leur repos est peut-être de courte durée, puisque au loin, on entend le martèlement des sabots d'un cheval. Nos aventuriers et aventuriers se préparent à accueillir ce qui va sortir de la brume. Alors qu'un cheval armuré sort, il remarque un chevalier qui le chevauche. C'est Malator. Il est là, devant eux. Le chevalier de leur rêve. À l'arrière, une tête dépasse et fait « Ah, ben je vous avais dit qu'ils étaient là !» C'est le père Cardis, qui alors avait été perdu de vue par nos aventuriers et aventuriers lors de leur fuite. D'ailleurs, le père Cardis n'était même pas monté sur le bateau. Et une autre petite tête aussi qui dépasse, c'est le fils de Malator qui se présente à eux. Malator est content de les avoir retrouvés. Il pensait qu'ils allaient tomber dans une embuscade. D'ailleurs, il raconte qu'ils ont mis fin à l'embuscade assez rapidement. Et c'est ainsi que se finit cette première session. Alors oui, évidemment, j'ai pas mal résumé, mais dans les grandes lignes, c'est à peu près ce qui s'est passé. Dommage, vous n'aurez pas eu leur roleplay, qui était peut-être assez intéressant. Et d'avoir réussi à résumer 2 heures en à peine 30 minutes, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations qui sont passées à la trappe, dira-t-on. Du coup, on se retrouve pour la prochaine session. Cette fois, avec nos amis, je ferai en sorte que vous entendiez leur voix et leur roleplay. Et j'espère que ce premier épisode vous aura plu, bien que bref. À la prochaine, des bisous.